Le théorème de Van Kampen s'intéresse au calcul du groupe fondamental d'un espace obtenu à partir de pièces. Le théorème a été publié en 1933 dans le American Journal of Mathematics. Van Kampen, dès l'introduction, affirme qu'il n'a aucune prétention à une extrême originalité. Il affirme que ce type de résultat a déjà été utilisé à de nombreuses reprises par d'autres auteurs, mais que finalement un traitement général n'a jamais été fait. C'est donc ce qu'il se propose de faire dans cet article de 1933. Alors, le théorème démarre comme ceci. On part d'un espace grand X qu'on écrit comme étant décomposé en deux ouverts, U1 et U2, des ouverts connexes par arc. Là, sur le dessin, on a représenté U1 et U2. On suppose que l'intersection U1 inter U2 est également connexe par arc. Et c'est dans cette intersection V qu'on choisit le point base. Z est pris dans cette intersection. Alors, le théorème de Van Kampen, première partie, concerne l'engendrement du groupe fondamental de X. Alors, la partie U1, plus généralement la partie UI, s'injecte dans X. Le morphisme induit en homotopie n'a aucune raison d'être ni injectif ni surjectif, mais il a le mérite d'exister. On a un morphisme du groupe fondamental de UI dans le groupe fondamental de X. Et bien évidemment, un lacet dans UI donne en particulier un lacet dans X. Bien. On a un morphisme naturel entre le produit libre π1 de U1, produit libre π1 de U2 dans π1 de X. Et la première partie du théorème de Van Kampen affirme tout simplement que ce morphisme, cet homomorphisme de groupe, est surjectif. Alors, rien que cet énoncé permet d'ores et déjà de calculer le groupe fondamental de quelques exemples classiques. Exemple, nous allons calculer le groupe fondamental des sphères. Nous considérons la sphère Sn de dimension n supérieure ou égale à 2. Oui, pour n égale 1, tout ce qu'on a ici, c'est le cercle dont le groupe fondamental est connu, c'est Z. Bien. Alors, je dessine la sphère S2, l'équateur. Voilà. Et je choisis comme U1 l'hémisphère nord, comme U2 l'hémisphère sud. Le théorème de Van Kampen m'affirme que le groupe fondamental de U1 produit libre le groupe fondamental de U2 se surjecte sur le groupe fondamental de la sphère. Oui, mais ici, nous avons U1, l'hémisphère nord, c'est la boule. La boule est contractile, donc ce groupe fondamental et celui-là sont des groupes triviaux. On en déduit que le groupe fondamental de la sphère est trivial. On a utilisé l'hypothèse que l'intersection est connexe par arc. D'accord ? Dans le cas n égale 1, eh bien, l'intersection des deux demi-espaces n'est tout simplement pas connexe. Alors, est-ce qu'on a véritablement appliqué le théorème de Van Kampen ici? Pas tout à fait, parce qu'en réalité, dans le théorème de Van Kampen, on demande que U1 et U2 soient des ouverts. Et ici, vous avez constaté que nous avons pris des fermés. Bon, pour être tout à fait rigoureux, nous devons prendre un épaississement de l'intersection et U1 et U2 seront en vérité l'hémisphère nord réunion une petite bande dans l'hémisphère sud et l'analogue pour la partie U2. Ça, c'est un phénomène qu'on va retrouver à de nombreuses reprises. Bien souvent, le théorème de Van Kampen s'applique lorsqu'on a envie en fait, de coller
des fermés entre eux. Pour l'appliquer stricto sensu, il faut revenir à un ouvert, c'est-à-dire qu'on peut exprimer une version avec des fermés qui se recollent, et dans ce cas, il faut faire un petit peu attention et donner les hypothèses adéquates sur la partie intersection. Notamment, il existe des voisinages qui vérifient certaines bonnes propriétés. La deuxième partie du théorème, maintenant, va décrire les relations que ces deux groupes doivent entretenir pour décrire entièrement le groupe fondamental de X. Pour cela, eh bien, il va suffire de décrire le noyau de cet homomorphisme. Donc, nous avons l'homomorphisme phi du produit libre dans le groupe qui nous intéresse. Eh bien, deuxièmement, on décrit exactement quel est le noyau de phi. Alors, dans le noyau de phi, il y a des éléments qui y sont de manière évidente, les relations évidentes, disons. Si vous avez un lacet qui vit dans la partie commune entre U1 et U2, eh bien, ce lacet, tantôt on peut le voir comme un élément du groupe fondamental de U2, tantôt comme un élément du groupe fondamental de U1. Si bien qu'on a deux incarnations de ce même lacet, une incarnation de ce côté-ci, une incarnation de ce côté-là. Et il va falloir dire que ces deux incarnations ne concernent en réalité qu'un seul être. D'accord? Donc ça, ce sont les relations évidentes. Donc une relation évidente prend cette forme, eh bien, G1 suivi de G2 moins 1, ou lorsqu'on a pris un G dans le groupe fondamental de U1 inter U2, ce G nous a délivré un GI qui appartient au groupe fondamental de UI. Donc ça, ce sont les relations évidentes. Et maintenant, nous regardons le sous-groupe normal engendré par ces relations évidentes. Par sous-groupe normal engendré par, on entend le sous-groupe engendré par ces éléments et tous leurs conjugués. Appelons-le N. Eh bien, ce sous-groupe normal du produit libre, on affirme que c'est exactement le noyau de phi. Autrement dit, le groupe qui nous intéresse s'écrit tout simplement comme le quotient de ce produit libre par le sous-groupe normal des relations évidentes. Voilà, c'est l'énoncé du théorème de Van Kampen. Nous allons appliquer le théorème de Van Kampen au calcul du groupe fondamental de la surface, disons, de genre 2. Nous décomposons cette surface en U2 de ce côté-ci et U1 de ce côté. Nous avons donc une décomposition en, d'un côté, un tore troué, de l'autre côté, un tore troué. La partie intersection est un cylindre. Le groupe fondamental du cylindre, c'est le même que le groupe fondamental du cercle. Le groupe fondamental, c'est Z. Maintenant, nous allons calculer les groupes fondamentaux des deux pièces. Souvenons-nous que le tore s'obtient en identifiant les côtés opposés d'un carré. Le tore troué, eh ben c'est la même chose, partant d'un carré troué. Bon, on voit manifestement sur ce dessin que le carré troué se rétracte sur son bord. Au quotient, nous obtenons donc une rétraction du tore sur un bouquet de cercles. Ce qui nous dit que le groupe fondamental de cette pièce U1 est isomorphe au groupe libre à deux générateurs. Et que le lacet bord
n'est autre que le commutateur de ces deux générateurs. De la même manière, pour la partie U2, donc nous avons ici des générateurs A1, B1, ici A2, B2. Et que nous dit le théorème de Van Kampen? Il nous dit que ce groupe libre et ce groupe libre, vous en prenez le produit libre et vous quotientez par l'identification de ce lacet avec ce lacet. Nous en déduisons que le groupe fondamental de la bouée à deux places s'obtient à partir du produit libre, c'est-à-dire à partir du groupe libre engendré par A1B1, A2, B2, en quotientant par le sous-groupe normal engendré par le produit des commutateurs. Commutateur de A1 avec B1, multiplié par commutateur de A2 avec B2, qui doit être un élément trivial. Et voilà.